On a eu droit les amis à une semaine et surtout un week-end chargé en football et en information. Du coup bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Actu Mondial. Alors de base certains attendaient peut-être un épisode d'Actu Real Madrid, parce qu'en fait de base je pensais que le Real jouait contre Girone mercredi soir, mais en fait non, c'est demain du coup mardi soir. Et comme en général j'aime bien faire les actualités, les avant-matchs 48 heures avant et pas 24 heures avant, bah forcément je me retrouve un peu décalé dans le planning. Mais comme j'avais prévu, le lundi c'est les Actu Mondial et pas les Actu Real Madrid. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire rapidement un petit avant-match en début de vidéo et après on pourra dérouler le sommaire que je vous présente aujourd'hui avec en tout cas pas mal d'informations et anecdotes à analyser ensemble. Et je vous rappelle que si vous aimez le football en général, pas forcément que le Real Madrid, le Barça, la Liga ou autre, n'hésitez pas à vous abonner car justement le concept des Actus Mondiales commence à partir de ce premier épisode aujourd'hui. Ça reviendra quasiment tous les lundis, peut-être aussi une deuxième fois dans la semaine, au milieu de la semaine ou en fin de semaine à voir. Donc du coup n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater ça, pour parler ensemble en tout cas de tout ce qui se passe dans le monde du football. Alors rapidement le petit avant-match entre le Real Madrid qui va se déplacer demain à 19h30 sur le terrain de Girone. Girone qui fait quand même une très bonne saison. C'est une équipe aujourd'hui, ou du moins à l'époque on sous-estimait un petit peu parce qu'ils n'avaient pas non plus un effectif avec des grosses pointures. Ils ont certes un attaquant Stuani qui marque pas mal de buts, mais le reste en tout cas c'est des joueurs pas forcément expérimentés, c'est pas des joueurs internationaux, c'est pas des joueurs de grande classe, c'est des joueurs en tout cas modestes qui permettent à Girone justement de rêver pourquoi pas d'avoir plus qu'un jour que le milieu de tableau. Des joueurs jeunes mêlés à des joueurs d'expérience qui n'ont pas un football ultra flamboyant. Certes ils marquent 43 buts en 30 matchs, ils en prennent quand même 44 buts en 30 matchs de Liga, donc ils marquent plus d'un but par match mais ils en encaissent aussi plutôt pas mal. C'est une équipe aussi qui est très irrégulière, qui est capable justement de tenir le Barça aller-retour 0-0 et perdre 1-0, qui est capable de perdre juste 1-0 contre Villarreal, juste 1-0 contre l'Atlético Madrid, mais d'aller faire des beaux résultats, pourquoi pas contre Bilbao chez eux, contre Séville chez eux, contre aussi Valence chez eux, etc. C'est quand même un effectif qui tient tête à des bonnes équipes, qui a fait 1-1 contre le Real Madrid en première partie de saison, même si c'était un peu le match de la honte parce que Vinicius ouvre le score et de l'autre côté t'as un penalty honteux qui a été sifflé contre le Real Madrid où à bout portant t'as Asensio qui se prend le ballon dans le torse et après ça tape sa main et l'arbitre a sifflé penalty, parce que normalement si ça tape une partie de ton corps puis ensuite ta main, y a pas penalty, tu vois. Donc le Real Madrid avait perdu 2 points précieux à un moment en tout cas important de la saison où on était en pleine bourre, où il manquait Benzema en plus de ça ce jour-là. C'était quand même dommage. Donc Girone c'est 10 victoires, 8 nuls et 12 défaites en Liga, donc un parcours qui est assez irrégulier, qui est aussi capable de perdre des points bêtement contre Cadiz, contre Retafe, parce qu'ils font de bons résultats contre les grosses équipes. Donc tu vois c'est une équipe qui est quand même assez irrégulière. Au niveau des absents côté Real Madrid, ça va faire en tout cas un turnover très intéressant, parce que d'un côté il va manquer Mendy, Alaba, Benzema, Camavinga, Rodrigo et Ceballos. En tout cas je vous affiche la liste ici, mais du coup il va manquer quand même pas mal de joueurs, plus Alvaro Rodriguez qui est blessé aussi avec le Castilla, donc il pourra pas monter en équipe première avec le Real Madrid. Donc c'est l'occasion aussi pour certains de beaucoup plus jouer. Et donc sachant que le Real Madrid a 11 points de retard sur le Barça, parce qu'en plus le Barça a battu l'Atlético Madrid en étant quand même dominé la plupart du temps dans le match, avant bien sûr de prendre l'ascendant au fur et à mesure du match, mais pendant au moins la première mi-temps voire la première heure de jeu, l'Atlético dominé, ont touché en tout cas les montants, ont beaucoup insisté pour marquer mais sans être en tout cas assez incisif, et du coup le Barça les a punis comme un petit peu chaque fois qu'il y a un Barça Atlético Madrid. Donc même si on aurait pu être à 8 ou 9 points pour relancer un peu le débat pour les 8 dernières journées, finalement l'Atlético Madrid on peut pas compter sur eux. Donc voilà, le Real Madrid peut faire tourner et penser directement à la finale de Copa, reposer les troupes et ceux qui jouent beaucoup trop, et voilà, penser aussi bien sûr à la demi-finale de Ligue des Champions contre City dans 2 semaines. En tout cas pour ce match là je m'attends pas à une énorme prestation côté Real Madrid, parce que là on sort quand même d'une très belle semaine avec de bons résultats. Donc je pense que le Real en tout cas va jouer tranquillement son match à l'extérieur. Girone va essayer en tout cas de marquer des buts parce qu'ils veulent pourquoi pas viser les places en Europa League, Conference League, même s'ils sont un peu loin. Donc je miserais peut-être pourquoi pas sur un 3-1 côté Real Madrid, 2-1 côté Real Madrid. Ce sera un match ultra spectaculaire non plus, donc peut-être plus un 2-1 qu'un 3-1. Avant de passer au sommaire, 2 anecdotes un petit peu bonus. Il y a Pochettino qui pourrait bien signer du côté de Chelsea. J'avais pas prévu de base d'en parler dans le sommaire, donc forcément quand j'ai appris la news ce matin, j'avais déjà fait les sommaires, donc j'avais un peu la flemme de les modifier, mais du coup c'est une info bonus. Pochettino à Chelsea qui est en tout cas pressenti pour passer devant Luis Enrique ou Nagelsmann dans la tier list, des entraîneurs visés là-bas pour remplacer Lampard qui fait une reprise d'équipe totalement catastrophique, 4 matchs, 4 défaites, et c'est vraiment en tout cas immonde de la part de Lampard et aussi de la part de Chelsea qui a un très bon effectif pourtant mais peut-être trop surchargé, qui a
besoin de dégraisser bien entendu déjà de base pour rentrer dans les clous du fair play financier, rentrer dans les clous aussi au niveau des comptes financiers du club qui a beaucoup trop investi, même surinvesti sur des joueurs qui ont été en tout cas surpayés au niveau du salaire sur trop longtemps et bien entendu au niveau des demandes de transfert, indemnités de transfert. Mais Chelsea vraiment qui aura besoin de dégraisser cet été, qui vont sûrement changer de coach, ça c'est sûr. Mais Luis Enrique et Nagelsmann apparemment c'est plus eux qui ont refusé que Chelsea les a refusés. Et Pochettino bien sûr qui attend une équipe, qui attendait pourquoi pas le Real Madrid, va prendre Chelsea. Pour lui ça peut être bien de repartir à zéro avec un effectif qui va pouvoir remodeler lui-même dès cet été. Mais clairement je suis très content parce que on l'annonçait au Real Madrid à la place d'Ancelotti qui du coup normalement va continuer jusqu'à 2024, il va repousser le Brésil tout ça, mais je suis extrêmement content parce que Pochettino j'en voulais absolument pas au Real Madrid. Au PSG il était ultra limité, à Tottenham il était bien sûr un peu limité même s'il est déjà allé une fois en finale de Ligue des Champions, mais globalement c'est un coach qui tactiquement etc n'est pas ultra intéressant pour moi. Au niveau du jeu produit et tout, je préfère laisser tomber et pour moi je préfère largement attendre Xabi Alonso en 2024 pour prendre la relève d'Ancelotti, mais on en reparlera un petit peu après dans le sommaire de Xabi Alonso, mais du coup je suis très content que Pochettino aille à Chelsea et qu'il nous libère de ce poids là potentiellement et cette rumeur. Et aussi la Liga va changer de nom l'année prochaine pour s'appeler la Liga eSport FC. eSport FC au passage qui sera bien sûr le nouveau nom des jeux FIFA vu que Electronic Arts va perdre la licence des jeux FIFA, du moins du nom FIFA pour ces jeux. Du coup la Liga change de nom mais aussi de logo, je vous montre un petit peu la différence entre les différents logos. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas je trouve que autant le nom que le logo sont devenus bien plus éclatés qu'avant. Passons maintenant vraiment à l'actu mondiale avec bien sûr en tête de liste la qualification au final de FA Cup pour les deux équipes de Manchester qui vont s'affronter en finale de Cup il me semble pour la première fois ou peut-être la première fois depuis pas mal de temps. Donc City qui a fait un carton plein avec un triplé de Riyad Mahrez qui a été en tout cas hors norme, qui montre à Guardiola qu'il mérite sa titularisation, que le fait qu'en ce moment il joue un peu moins, et ben justement comme Guardiola l'a dit en conférence de presse, ben Mahrez lui a cloué le bec et surtout lui a montré qu'il n'était pas prêt à écouter Guardiola pour aller sur le banc mais pour se battre pour une titularisation. Il envoie un signal à son coach avant d'affronter le Real Madrid contre qui il a déjà marqué un but, contre qui il a déjà été décisif. Et franchement Riyad Mahrez qui est un excellent joueur pour moi, un joueur qui peut être trop sous-coté par certains, qui fait partie des meilleurs ailiers et attaquants globalement de la Première Ligue, que ce soit dans les 10 dernières années ou globalement dans l'histoire de la Première Ligue, parce que ce qui fait techniquement sa capacité à être décisif sur les passes, l'accélération, les 1 contre 1 et dans les buts marqués, c'est un joueur phénoménal. Et pour moi tu vois, être titulaire pour lui à City, c'est peut-être la moindre des choses. Même si Bernardo Silva sur le côté fait des merveilles, que de l'autre côté t'as Grealish en ce moment qui est clairement monté d'un cran ou deux, voire trois sur le côté gauche. Pour moi, Riyad Mahrez mérite d'avoir sa place à Manchester City. Il envoie un signal au Real Madrid, mais surtout aussi à Manchester United, qui s'est qualifié au forceps avec en tout cas des penalties qui ont été en tout cas pas mal tirés, qui ont duré jusqu'à 7-6, donc qui mettaient quand même pas mal de suspense. Un match qui était globalement pas trop bien maîtrisé par rapport à Brighton, qui était largement bien. Brighton qui fait une excellente saison côté Premier League, qui méritait pourquoi mieux et pourquoi pas de remporter au moins un titre pour féliciter ce collectif, mais souvent le mérite on place après bien entendu le résultat pur, et Manchester a fait ce qu'il fallait mentalement pour pas craquer et va en finale. Moi, sachant que Manchester United a déjà remporté l'autre coupe qui est donc la coupe de la Ligue de base, la coupe un peu moins importante que la FA Cup, je pense que City va remporter cette finale parce que quand tu regardes la différence d'effectifs, c'est largement criant. En plus, City a 2 matchs de retard par rapport à Arsenal en Première Ligue. Ils peuvent leur passer devant sans forcément les affronter du coup mercredi soir. À voir bien entendu ce qui va se passer. Mais si City ne perd pas contre Arsenal à domicile mercredi soir, je pense qu'au niveau de l'ascendant psychologique et les opportunités qu'ils ont, ils auront tout le loisir de passer devant Arsenal, devant le sprint final. Après, si Arsenal bat City, ça peut bien sûr tout changer. Et sachant que City est la Ligue des Champions à gérer, cette finale de FA Cup à gérer et le sprint final, attention pour eux à ne pas perdre de vue leurs objectifs, ne pas être trop confiants aussi à des moments, parce qu'ils peuvent autant tout gagner que tout perdre en fait. Mais je donne quand même City favori contre United pour gagner la FA Cup. Ça par contre, il n'y a pas de problème. Et Haaland peut réaliser au passage une saison stratosphérique en termes de titres collectifs en Angleterre. Pourquoi pas la Ligue des Champions et au niveau de statistiques individuelles. Est-ce qu'on parlera de Ballon d'Or pour Haaland plus tard? Ça on verra bien et je vous laisserai juger aussi. Comment parler de l'actu du week-end sans parler de la raclée du week-end avec bien entendu Newcastle qui a humilié Tottenham 6-1. Un match que j'ai regardé, 20 minutes de jeu, 5-0. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? J'ai l'impression en tout cas que l'équipe de Odi Owi est parfaite sur pas mal de points. Au niveau de l'attaque, au niveau en tout cas de l'efficacité, au niveau du jeu, ils deviennent de plus en plus intéressants. C'est un effectif qui est construit non pas sur des gigastars mais sur des joueurs à fort potentiel. C'est la preuve que tu peux avoir des
moyens ou un peu moins de moyens que tes concurrents, mais surtout investir de manière très intelligente de la part du coach et du board, en tout cas de Newcastle, qui construit un bel effectif qui peut être prêt à briller sur plusieurs années, si bien sûr ils conservent leurs éléments et qu'ils ajoutent peut-être quelques ajustements à certains postes clés pour ajouter plus de concurrence, de sang frais et bien sûr de qualité-quantité à l'effectif. Mais Newcastle qui va probablement jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, troisième pour l'instant avec un match en plus par rapport à United, mais qui a fait en tout cas le trou par rapport à Tottenham qui était les premiers poursuivants en étant cinquième et tout ça. Liverpool est trop loin aussi, mais franchement Newcastle par rapport à la beauté de leur collectif, l'efficacité de leur frappe et surtout comme ils sont inspirés à des moments avec les Isak, les Willock, Wilson, etc. Franchement c'est impressionnant. Moi franchement je les ai vus jouer. Tottenham n'a pas sorti la tête de l'eau, certes ils vivent un très mauvais moment cette saison, changement de coach, effectif en manque de confiance, effectif qui n'a pas de qualité et quantité à tous les levels, qui doit se contenter à chaque fois de mettre les meilleurs joueurs et qui sont en tout cas très peu en tout cas à pouvoir faire tourner l'effectif. Mais franchement, mis à part Tottenham, prendre 5 buts en 20 minutes, c'est une faute professionnelle monumentale. Surtout qu'en bout de 10 minutes de jeu, t'avais déjà 3-0. Les consignes du coach, tu les as pas écoutées, t'as défendu avec des espaces béants et surtout aberrants. Et pour moi, tu vois, Newcastle, ils ont profité de la moindre erreur de Tottenham pour justement les assassiner. Ils ont pas été gentils avec eux. Ils ont fait le travail, mais vraiment ils sont pas dit qu'on se relâche à 3-0, ils ont continué et c'est ça l'esprit, continuer de jouer l'offensive, même quand Tottenham a réduit le score à 5-1, ils ont directement marqué derrière, preuve que ça y est, ils respectaient l'adversaire, qui sont au-dessus et qui voulaient vraiment écraser ce match. Donc attention à Newcastle pour l'année prochaine parce que je pense qu'avec quelques renforts en plus, ils peuvent être vraiment inarrêtables. Même si remporter la première ligue devant les mastodontes ça va être compliqué, je pense qu'ils peuvent vraiment faire encore de meilleures saisons. Xabi Alonso est totalement inarrêtable, le mec a pris Bayer Leverkusen en cours de saison, ils étaient relégables, aujourd'hui il les amène où? En demi-finale d'Europa League pour affronter l'AS Roma de Mourinho qui était son ancien mentor côté du Real Madrid. Xabi Alonso qui a toujours eu un QI football ultra développé en tant que joueur quand il était passé à la Sociedad, à Liverpool, au Real, au Bayern, qui est une référence mondiale et dans l'histoire à son poste, un des meilleurs joueurs en tout cas à ce poste-là. Il a quasiment tout gagné, il a tout gagné, Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions, différents championnats, bref le mec a tout fait, tout vu, tout gagné. Mais franchement, c'est un mec aujourd'hui qui a su aussi apprendre des meilleurs coachs, comme je disais, des Ancelotti, des Guardiola, des Mourinho, des Benitez, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, il réussit. Il réussissait déjà dès ses premiers pas dans les équipes jeunes du Real Madrid pour faire ses premières gammes. Aujourd'hui, il est monstrueux. Prendre l'équipe du Bayer Leverkusen relégable et les amener dans les 6 premiers de Bundesliga à quelques points de Leipzig qu'ils ont battu du coup ce week-end plus ou moins facilement, avec une aisance technique, avec une rigueur tactique, une efficacité offensive et surtout une solidité derrière qui est impressionnante. Franchement, Xabi Alonso il en a fait une machine de guerre. Quand tu vois les joueurs comme ils sont inspirés à 1-2 touches de balle, ça accélère, ça part, ça lève la tête, ça fait un centre en première intention, la reprise de volée, le petit décalage pour le copain, ça vient faire les efforts, dès que ça perd le ballon ça fait un contre-pressing impressionnant. Ça coulisse parfaitement les blocs, ça joue en compte pour assassiner l'adversaire, c'est parfait. Et pourtant c'est pas lui qui a choisi les joueurs en place, lui il a pu faire quelques ajustements par rapport à ceux qui étaient déjà présents, mais sachant que lui il devrait rester encore 1 an je pense à Leverkusen pour s'aguerrir, sauf si Liverpool venait à virer Klopp pour le prendre lui, pourquoi pas. C'est ça aussi qui me ferait un peu chier, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère que lui remplacera Ancelotti en 2024, comme ça il aura eu le temps de s'aguerrir 2 ans au niveau professionnel et pourquoi pas confirmer l'an prochain avec Leverkusen. S'il arrive à les mettre en Europa League par le championnat ou s'il remporte la Ligue Europa, ce serait exceptionnel pour lui pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Et pourquoi pas renforcer l'effectif cet été et voir ce qu'il peut faire l'an prochain en les ayant dès le départ de l'année. Et s'il conserve bien sûr un maximum de ses meilleurs joueurs, parce que s'il perd les Diaby, les Frimpong, etc., forcément son équipe sera un peu affaiblie en termes de vitesse, puissance, technique et tout, et d'efficacité. Mais s'il arrive à les conserver et faire quelques recrues et ajustements, ça pourra faire une excellente saison pour lui, franchement. Mais globalement, ouais, s'il arrive à rester là-bas et que Liverpool nous le vole pas et qu'il vient après chez nous, je serai le mec le plus heureux. Il a développé un style, une mentalité, une tactique de véritable gagnant. Et s'il a autant de résultats en tant que première année d'un football professionnel, c'est pas pour rien. C'est que le mec travaille bien, c'est qu'il a les bons mots avec les jeunes, les bons mots avec les mecs expérimentés. Il sait motiver les gens, il sait être efficace, il fait les bons changements. Il arrive en tout cas à avoir une équipe qui se bat jusqu'au bout, qui ne l'a jamais l'affaire, qu'il soit mené au score ou pas du tout, et que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils font des résultats contre les plus grosses équipes. Il a battu Leipzig, il a battu Dortmund, il a battu Bayern Munich.
magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Dommage qu'il les ait pas pris avant, qu'il se va sortir en Coupe d'Allemagne ou quoi, mais franchement c'est phénoménal ce qu'il fait, bravo à lui. La catastrophe lyonnaise qui ont perdu 2-1 à la dernière minute sur une erreur monumentale de Malo Gusto, bon pas forcément de sa faute aussi à lui, mais forcément le coup de billard qui amène tibia et coup de genou pour lui en tout cas dans sa propre cage. Lyon qui ont été globalement dominés, qui n'a pas fait un excellent match en tout cas dans le jeu par rapport à Marseille. Laurent Blanc dit à la fin qu'ils n'ont pas de regrets au niveau du jeu alors qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Oui, physiquement ils étaient un peu dépassés bien sûr par les Marseillais qui étaient plus physiques qu'eux, qui étaient peut-être plus athlétiques qu'eux, mais techniquement Lyon peut faire vraiment beaucoup mieux, encore plus à domicile. Ils doivent beaucoup plus dominer les débats, beaucoup plus dominer le jeu, avoir beaucoup plus d'occasions, arrêter de faire tourner pour rien et surtout être beaucoup plus lucide devant la cage. C'est toujours la Casette qui sauve la mise, c'est toujours beaucoup d'erreurs défensives aberrantes, des erreurs en tout cas à ce niveau-là que tu fais pas. Il restait plus que 30 secondes au chronomètre, tu dois jamais te prendre un but comme ça. Tu dois toujours être sur le porteur du ballon, toujours couper l'action, au pire faire une faute intelligente, mais pas les laisser déborder, centrer à la 92e. C'est hors de question. En termes de mercato, de gestion d'effectifs, Aulas qui fait les mauvais choix, les mauvaises communications aussi dans les médias, qui rejettent toujours la faute sur les autres et jamais sur eux-mêmes. Laurent Blanc, il a beau être un très bon coach, mais faut dire que l'environnement autour de l'Olympique Lyonnais, entre le nouveau propriétaire, les achats qui sont mal faits, les ventes aussi qui sont mal gérées et tout ça, un effectif aujourd'hui qui est important pour lorsqu'ils vont jouer même pas une seule Coupe d'Europe l'année prochaine, ils n'ont pas été capables d'aller gagner la Coupe de France alors que l'OM et le PSG étaient éliminés, ça c'est des fautes professionnelles. L'Olympique Lyonnais qui n'a pas de titre depuis plus de 10-15 ans, voire un peu plus, c'est honteux. Moi je vous dis, j'habite à Lyon, donc c'est pour ça que je parle un peu mal de Lyon, parce que souvent j'allais au stade, j'aime beaucoup ce club-là, c'est mon club préféré en France forcément, puis je suis un enfant de la région et de la ville, mais ça me fait chier de voir ce club-là tomber en ruine alors qu'ils étaient si forts à une époque, tellement ils étaient peut-être dans l'excès de confiance, ils ont pas su se renouveler et tout. Oui, le PSG a eu les Qataris et le Aulas n'a pas l'argent des Qataris, mais t'as des choix sportifs qui ont été faits, qui ont été très mal faits, des joueurs qui ont été conservés au lieu d'être vendus lorsqu'ils étaient sur la pente descendante, alors qu'il y a des moments où t'avais des offres de fous, et l'Olympique Lyonnais ne conserve pas les bons joueurs quand il le faut, les vend quand il le faut pas, comme les Paqueta, les Guimarães, tout ça, et au final tu te plains de pas gagner la Ligue 1 ou d'être décroché à la course à l'Europe. Donc l'Olympique Lyonnais est très mal géré, et j'espère que dans les prochaines années, il y aura l'argent qui sera mis là où il faut, que les jeunes vont enfin exploser comme certains le mériteraient, et d'autres pourquoi pas comme Cherki qui devrait se remettre un peu en question pour exploser beaucoup plus, parce qu'il y a du talent, mais c'est pas assez ce qui monte sur le terrain pour en tout cas être un véritable crack. Et pour moi, Laurent Blanc doit rester l'année prochaine pour bien sûr conserver cette ossature et pourquoi pas développer l'effectif. C'est pas tout le temps la faute du coach. Si les coachs sont succédés et qu'il y a toujours les mêmes problèmes, c'est que c'est les joueurs le problème, c'est que c'est pas les coachs. En tout cas, bravo à Marseille pour la victoire, deuxième de Ligue 1, c'est entièrement mérité, c'est la deuxième meilleure équipe de France avec pourquoi pas Lens qui sont peut-être au coude à coude pour ce titre-là, de deuxième meilleure équipe de France, mais pourquoi pas, franchement, en tout cas, Marseille mérite sa saison et de bien sûr être récompensé par une qualif en Ligue des Champions. Là, c'est la polémique du week-end avec bien entendu les 15 points retirés à la Juventus de base qui ont été remis bien sûr à la Juventus qui repasse aujourd'hui 3e de Serie A derrière la Lazio de Rome du coup qui avait perdu ce week-end, mais la Juve aussi a perdu contre Naples à la dernière seconde. Naples qui pourrait bien être champion dès le prochain match si la Lazio ne gagne pas son match et que Naples gagne le sien. Ils auront 17 points d'écart minimum et il restera plus que 6 journées, même pas 5 journées après ça, donc globalement c'est quasiment terminé. Mais même s'il n'y a pas de doute sur l'identité du champion, la course elle est plutôt maintenant sur qui va se qualifier en Ligue des Champions entre la Lazio, la Juve, la Roma, Milan et l'Inter Milan, même si pour l'instant c'est la Lazio qui est largement devant avec la Juve et qu'ils ont décroché déjà avec les deux équipes de Milan qui s'affronteront justement en demi-finale de Ligue des Champions. Mais la Juve qui récupère des points en ayant fait appel parce qu'ils peut-être qu'ils ont remis de l'ordre dans les bilans parce que justement machin, mais moi je trouve que c'est quand même abusé. Si la fédération italienne prend des mesures, ou comme n'importe quelle fédération prend des mesures contre ses clubs, c'est pas pour que un tribunal arbitral du sport ou je sais pas quoi, qui est du coup une autre entité en dehors justement de la fédération sportive de football, mais qui gère tous les sports en général, si tu annules à chaque fois les décisions prises par tes fédérations, tu viens invalider tout ça, tu montres que personne ne peut avoir de sanctions, que des gens peuvent maquiller leurs comptes, trafiquer des transferts, trafiquer pas mal de choses, mais que tu ne peux pas les sanctionner. C'est un truc de fou ça quand même. Après il y a un nouvel appel qui sera fait début mai pour voir si ils vont reperdre les 15 points, s'ils en perdront peut-être la moitié, un tiers ou quoi, mais c'est quand même abusé. Tu peux pas à chaque fois prendre des décisions qui vont être invalidées dès qu'une équipe va faire appel à un autre truc, tu vois. Après, moi j'ai aucun avis particulier si c'est injuste ou pas pour les autres clubs. Moi ce qui compte pour moi c'est la réalité du terrain, c'est pas ce qui se passe ailleurs. Si la Juve, sans se faire enlever des points, est meilleure, en termes de points, c'est qu'ils ont été meilleurs sur le terrain. Un point c'est tout. Et la justice pour moi sportive, elle est sur le terrain, pas dans les bureaux. Et dernier sujet aujourd'hui de cette actu mondiale, qui est un petit peu trop long, mais désolé, mais comme j'ai parlé du réel entre temps et tout ça, forcément c'est une vidéo un peu plus longue, c'est le retour probable de Messi
au FC Barcelone. Tout le monde parle que de ça en ce moment. Messi était à Barcelone ce week-end, il a amené en tout cas pas mal d'affaires avec lui, pas mal de gros bagages, comme s'il commençait à redéménager petit à petit de Paris à Barcelone. On verra bien les rumeurs que ça donnera d'ici la fin de saison. Il n'a pas encore prolongé son contrat d'une année supplémentaire avec le Paris Saint-Germain, donc on ne sait pas, mais il est clair que si Messi venait à quitter le Barça, ça aurait été un parcours catastrophique au PSG. Peu importe que cette saison, il a 15 buts, 15 passes décisives en Ligue 1, une Ligue 1 qui est surdominée par le PSG, et ses passes décisives bien entendu qui sont bien sûr converties facilement par les buts de Mbappé qui est faramineux, qui est énorme à tous les niveaux du jeu, mais en tout cas Messi au PSG il n'aura pas laissé une super impression, il sera jamais dans le top des joueurs les plus indispensables, il n'aura pas eu des statistiques monumentales pour un mec en tout cas qui est vu comme le meilleur joueur de l'histoire en général, même si bien sûr l'âge ça commence à compter, il fait plus autant de différence, balle au pied sur les dribbles et tout, il est plutôt à la baguette maintenant qu'à la finition, mais Messi, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue des Champions, il a pesé d'aucun poids, il a servi à pas grand chose, et du coup le Paris Saint-Germain n'aura rapporté qu'avec lui que des Ligue 1 et un trophée des champions, ce qui est quand même très maigre, et surtout quand tu penses qu'avec l'effectif qu'ils ont, Neymar, Mbappé, Messi, toutes les recrues qu'ils font, ils sont censés remporter tous les titres, comme ils le faisaient à l'époque, avec les Cavani, les Zlatan, tout ça, ben ils le faisaient plus facilement avant, même quand il y avait la Coupe de la Ligue en plus, qui rajoutait de la charge dans le calendrier, qu'aujourd'hui où il n'y a plus la Coupe de la Ligue, où il y a moins de compétition, où il y a encore moins de concurrence qu'avant, et même si la Ligue 1 globalement se relève, le PSG, même en étant le pire PSG de l'histoire, de l'RQSI, ils sont quand même largement devant. Donc si le pire PSG est largement devant, ça montre bien que la Ligue 1, il y a un problème de compétitivité. Ça dépend aussi des investisseurs, des moyens de chacun, mais quand même, il n'y a pas assez d'ego pour aller chercher ce PSG-là. Lille, Monaco et Montpellier ont réussi à le faire, c'est pas non plus arrivé tous les ans, mais parce que aussi, Monaco avait un effectif de dingue, Montpellier a fait la surprise avec quand même de belles individualités à l'époque, et un collectif qui était solidaire, et Lille aussi avait un très bon collectif et de belles individualités devant. Mais globalement, le PSG, là, il surclasse tout le monde même en étant mauvais. Mais Messi au Barça, pour moi, ce serait vraiment une très mauvaise stratégie au niveau sportif pour le Barça, parce qu'à l'époque, ils ont jeté Suarez, 34 ans, pour l'envoyer à l'Atlético Madrid. Au final, il a aidé l'Atlético Madrid à remporter le titre juste après son arrivée. Le Barça, du coup, s'est fait plier à cause de ça. Et surtout, le pire, c'est qu'aujourd'hui, ils recrutent des Lewandowski qui finalement n'a pas le rendement escompté au Barça dans les grands matchs, dans les grands moments. Ça va aller chercher pourquoi pas des Gundogan, ça va aller chercher pourquoi pas d'autres joueurs comme ça. Tu rajoutes Messi qui a 34-35 ans bientôt, ça commence à faire un peu beaucoup. Et le Barça, sachant qu'ils ont commencé à reconstruire avec des jeunes qui ont commencé à prendre de l'importance, tu vas leur mettre dans les pattes Messi qui va prendre une place dans le 11 de départ, qui peut moins faire de différence qu'avant. Certes, il va distribuer des caviars aux jeunes ou à Lewandowski, mais ça prive un jeune en tout cas de sa place, et surtout ça va pousser les gens à jouer sur Messi au lieu de jouer eux de manière épanouie. Donc moi je pense pas qu'aujourd'hui Messi apportera de grandes différences au Barça. Même si son salaire sera diminué par 2, par 3 ou par 4, c'est quand même un grand coût économique pour un Barça qui est en pleine crise économique et qui va devoir encore activer des leviers ou vendre des joueurs pour faire rentrer en tout cas tous les clous comme il faut par rapport au fair play financier espagnol et européen. Mais globalement je pense que sportivement, pour faire la différence en Coupe d'Europe ou même au niveau espagnol, je pense que Messi c'est pas du tout efficace. Surtout que le Real Madrid l'an prochain sera encore plus renforcé aussi à plusieurs niveaux. Donc la concurrence en Liga qu'on a laissé échapper cette année, je pense que le Real va tout faire l'année prochaine pour la récupérer à fond. Et puis voilà, après le Barça cette année c'est quand même Supercopa et Liga, c'est quand même pas rien pour une équipe qui est encore en pleine transition avec Xavi qui galère encore un petit peu à trouver la bonne formule, même s'ils sont très solides derrière et que devant c'est efficace et qu'ils sont premiers en Liga cette saison. Ce schéma là sur plusieurs années ça pourra pas tenir, et en Europe comme on le voit ça fait des années que ça tient pas et que ça marche pas non plus. Enfin bref les amis, vous me direz ce que vous pensez en commentaire de toutes ces news que j'ai analysées aujourd'hui en vidéo pour une un peu plus longue, pour un format un peu plus long et travaillé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas aussi à partager pourquoi pas d'autres infos anecdotes qui sont passées ces dernières semaines ou ce week-end que j'ai pas traité dans cette vidéo. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.